Bien, tout d'abord, bonsoir, et merci à toutes et à tous d'être ici ce soir pour que nous puissions échanger autour de cette question qui va nous occuper pendant, je ne sais pas, 3/4 d'heure, 1 heure, pas plus, et puis après, on échangera, si vous le voulez, quelques idées, quelques questions autour de cette affaire, de cette question. Et c'est vrai que lorsqu'il m'a été demandé, et je tiens à remercier le patronage laïque Jules Vallès pour sa très gentille invitation ici. C'est une institution que je ne connaissais pas et que je suis ravi de découvrir ici, voilà, dans un quartier que j'aime bien, mais je n'étais jamais passé au coin de la rue. Donc, pour le coup, quand je serai par ici, je ferai un crochet vers... Je connaissais un club de pelote basque, pas loin d'ici, mais pas le patronat Jules Vallès, comme quoi personne n'est parfait. Et ce soir, je voulais simplement vous parler peut-être en quelques points, d'une question qui ne m'a pas toujours préoccupé. C'est-à-dire que je ne suis pas un obsédé de la laïcité. J'aurais pu l'être pour plusieurs raisons. Je viens d'un pays, à savoir la Belgique. Peut-être que vous l'entendez un petit peu de Liège, pas de Bruxelles. Hein. Soyons très précis. Qui lui-même, ce pays, connaît la notion de laïcité. Hein. La Belgique, sous d'autres formes que la France, mais avec une histoire parfois un petit peu commune. Je peux y revenir d'ailleurs, puisque le fait de considérer le principe de laïcité, et je dis bien de principe de laïcité, et non pas forcément la valeur laïcité. Je pense que là, il y a quelque chose qui est très important à souligner, et ça croise, si j'ose dire, la notion de mythologie que j'ai mis dans le titre de ma communication, c'est qu'aujourd'hui, cette question, ce mot, et alors quand je dis aujourd'hui, c'est depuis une bonne trentaine d'années, hein, depuis les années 1980 environ, ce mot est devenu un marronnier de la presse. Hein. Si vous voulez faire un numéro d'hebdomadaire qui marche, vendre, le mot laïcité vend très bien, extrêmement bien. Et du moment qu'il suffit de voir les chiffres de vente, hein, il y a 4 ou 5 grands mots comme ça qui font vendre de manière extrêmement forte depuis une trentaine d'années. Dans les années 1960, si vous vouliez vendre un hebdomadaire, le mot laïcité n'était pas vendeur du tout. Si vous allez dans la rue et que vous demandiez aux gens quel est votre avis sur la laïcité, à part quelques militants de l'Action laïque, du CNAL, le Centre national d'action laïque, vous aviez peu de gens pour répondre. Aujourd'hui, en 2024, et depuis les années 80, j'y reviendrai, tout le monde, et je dis cela avec des grands guillemets bien sûr, tout le monde a sa petite idée sur la laïcité, ce qui pour moi est un objet de recherche en soi. C'est très intéressant de savoir comment une question qui au fond était un principe juridique, et qui l'est toujours d'ailleurs, juridique, politique, philosophique à certains égards, est devenue une espèce de mot extrêmement courant, voyageant aisément, qu'on entend très couramment dans les médias matin, midi et soir, par des plus ou moins spécialistes, plus ou moins philosophes et plus ou moins éditorialistes qui se font entendre, bien entendu, parfois de manière très nutritive, très intéressante, et parfois peut-être je suis plus sceptique devant quelques discours, on va dire. Bon. Et cela m'a intéressé beaucoup, et c'est pour cela que je parle du passage du principe aux mythologies, c'est-à-dire ne pas simplement s'intéresser à l'objet, mais à la manière aussi dont on le traite. Ça, c'est mon côté un peu historien, pardonnez-moi, un peu scientifique aussi, et peut-être aussi un petit peu belge, c'est-à-dire j'habite ici, je suis très bien à Paris, j'y travaille avec grand plaisir, mais disons que je n'ai pas été élevé dans le giron français, éducatif, qu'il soit de l'école publique, de l'école privée ou des études suivantes. Voilà. Mais je connais aussi le cadre, entre guillemets, laïque d'un autre pays. Et cela aussi, ça peut intervenir. Alors, comment est-ce qu'on peut envisager cela ? Il y a une première chose qui peut nous appréhender, c'est le mot, bien sûr, laïcité, qui est souvent envisagé au singulier. Hein. La laïcité, avec parfois un grand L, qui est le signe du passage du principe à une valeur. Le principe, un principe, c'est quelque chose qui peut se discuter. C'est quelque chose qui peut être l'objet d'un échange.
Une valeur, c'est difficilement discutable. C'est comme un goût, les goûts, les couleurs. Hein. Et cela aussi, ça m'a interpellé. C'est-à-dire, lorsque l'on voit une récente actualité législative, à savoir la loi du 24 août 2021, c'est une loi très récente, sur, je ne sais pas, certaines ou certains d'entre vous s'en souviennent sans doute, sur le respect des principes de la République. Hein. Ça avait fait pas mal de bruit en 2020-2021, cette loi, qu'au départ on a appelée loi sur les séparatismes. Et donc le mot séparatisme avait fait beaucoup de bruit, on l'avait trouvé un petit peu fort aussi, séparatisme musulman, hein, c'était le projet au départ en gros, même si on n'osait pas trop le dire. Et c'est parti d'un discours du président Macron du mois de février 2020, hein, peu avant le premier confinement, si vous vous souvenez. Il avait prononcé un discours au Mureau et il avait également prononcé un discours en Alsace, où il parlait de cette question-là. Il s'agissait du séparatisme. Le mot laïcité apparaissait, mais il n'était pas central. Il n'était pas au centre du titre, au centre du projet. Et puis, confinement, on ne parle plus de tout cela, on ne parle que du Covid, etc., etc. Et puis, quelques mois plus tard, on revient à cette affaire, enfin, le gouvernement revient à cette affaire et évoque non plus les séparatismes, mais le respect des principes de la République, hein, comme si c'était une espèce de titre interchangeable. Et cela m'a interpellé aussi, et cela m'a poussé à écrire ce livre. Je ne fais pas commerce, hein, je vous le ferai passer si vous voulez, simplement pour, si vous avez besoin de certaines informations de référence, j'en parle beaucoup là-dedans. Et cela, ça m'a intéressé parce que il y a véritablement dans ce projet de loi, qui est devenu une loi du 24 août 2021, votée, avalisée par les deux chambres, hein, Chambre des députés et le Sénat qui d'ailleurs normalement est une instance de modération, qui est une instance de pondération de la Chambre et du gouvernement, qui, l'occurrence ici, ne l'a pas été. Hein. C'est plutôt le Sénat qui a surenchéri. Dans quel sens ? Qui a surenchéri dans le sens de ce qu'on pourrait qualifier d'une laïcité de contrôle de l'État accru sur les cultes. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a bien évidemment tout un problème, hein, qui est bel et bien là, qui est le problème du radicalisme religieux, qu'il faut appréhender, qu'il faut empêcher. Ça, je pense que personne n'en disconvient, à moins que très très peu de gens, bien sûr. Mais il y a, je pense, consensus autour de cela. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que ce projet de loi, devenu loi, fait en sorte que le principe de laïcité est devenu une forme de panacée pour régler un tas de problèmes qui, au départ, ne relèvent pas de la laïcité. Et cela, je pense que c'est quelque chose d'assez important à souligner, ou du moins à relever, et c'est là qu'il faut revenir aussi à l'origine de ce principe, même si la notion d'origine m'est un peu étrangère, mais du moins aux sources de cette loi, et de ce principe coulé dans le législatif. Car au départ, la notion même de laïcité, mot que peu de lois mentionnent, c'est un mot un peu explosif. C'est-à-dire, il y a un historien qui est mort maintenant, pour lequel j'ai beaucoup de respect et d'estime, c'était Jean-Marie Mayer, professeur à la Sorbonne, grand historien des religions, de la politique aussi, contemporaine, disait « il suffit de prononcer le mot laïcité », l'explosion peut parvenir à tout moment, même s'il n'y a rien ou pas grand-chose. Et Mayer, je crois, a eu l'expérience de beaucoup de colloques où ça tournait mal. Voilà. Au fond, le fait de considérer la laïcité comme une panacée est aussi un signe de transformation du principe en valeur. La valeur doit répondre à des attentes sociales, des attentes économiques, des attentes politiques, des attentes presque comportementales aussi. Depuis 3-4 ans, j'entends parfois certains juristes, certains philosophes, éditorialistes parler d'une manière laïque de s'habiller. Je me rappelle d'une intervention de M. Jean-Michel Blanquer, à l'époque où il était ministre de l'Éducation nationale. D'ailleurs, j'ai vu qu'il a peut-être réglé ses comptes dans un livre tout récent, que je n'ai pas encore pris le temps de lire. Il parlait en septembre 2019 à la radio, donc c'est tout à fait trouvable, d'une façon laïque de s'habiller. Entre nous, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas.
On parle de comportement laïque. Qu'est-ce que ça signifie? Et du moment que je me dis qu'est-ce que ça signifie, j'ai envie évidemment d'investiguer sur comment on en arrive aussi à dire cela, et à, en un sens, ne pas forcément tâcher de régler des problèmes qui sont graves, bien entendu. On parle d'assassinat de professeurs d'histoire et de géographie, je sais de quoi je parle, je suis moi-même prof d'histoire. On parle, bien entendu, de la place du religieux dans l'espace public, parfois privé, parfois de l'État, etc., etc. Mais que ce soit le principe de laïcité qui doit répondre à un tas de choses, tourne à l'instrumentalisation d'un principe. Et là, je pense qu'il faut être très attentif à cela. Et ça fait une trentaine d'années que ça existe. C'est très identifiable. Si il faut remonter un petit peu, si vous le voulez bien, à ce principe, et je ne serai pas très long là-dessus, bien sûr, nous avons des épisodes sous l'Ancien Régime, sur lesquels je serai très rapide. Il n'est pas encore question, alors, de liberté religieuse ou de liberté de conscience à proprement parler, puisqu'au fond, la laïcité, le principe de laïcité, c'est quoi? C'est la liberté de conscience, l'égalité devant le droit et la neutralité de l'État devant les cultes et réciproquement. Il y a plein de définitions possibles, c'est celle que je vous propose ce soir. Je ne suis pas le seul à le dire, bien sûr. Mais sous l'Ancien Régime, il y avait ce qu'on a appelé une tolérance religieuse, qui a duré, au fond, quelques décennies. De 1598, l'édit de Nantes, Henri IV, les protestants sont tolérés dans la France toute catholique, telle était ainsi l'appellation de l'époque. Il fallait que la France soit toute catholique. Mais les protestants, après des décennies de guerre de religion, ont pu avoir quelques cités, quelques lieux, mais c'était une tolérance limitée, c'était une liberté très surveillée. Et au fond, cette prétendue liberté octroyée aux protestants n'a duré que quelques décennies, puisque dès les années 1630, sous Louis XIII, un édit réduit déjà les libertés des protestants. Pourquoi? Parce qu'ils sont accusés d'être des ennemis de l'intérieur, des ennemis de l'Allemagne notamment, de l'espace allemand, enfin des alliés de l'espace allemand. Et comme vous le savez, en 1685, sous le règne de Louis XIV, c'est la révocation de l'édit de Nantes qui interdit toute personne sur le sol français à se dire de la religion prétendument réformée, ce qu'on appelait la RPR, sans référence à Jacques Chirac, bien sûr, la RPR, la religion prétendument réformée, les protestants, pour ainsi dire, qui ont dû, comme vous le savez, fuir le territoire avec fracas, beaucoup de violence. Les dragons du roi les pourchassaient, viols, exactions, assassinats. Ça ne faisait pas dans le détail. Certains devaient abjurer ou accepter d'abjurer. Certains sont restés en France en cachant leur culte, notamment dans le sud-ouest, et d'autres sont partis en Suisse, aux Pays-Bas actuels, bien sûr, en Allemagne, ou en Angleterre. Pensons à des philosophes comme Pierre Bayle, pensons à des parcours comme René Descartes aussi, et d'autres qui ont vécu les chemins de l'exil. 1685, je remonte un peu loin, je vous le consens, mais c'est un moment clé parce que c'est un moment de volonté d'unification, avec bien entendu les exactions qu'il y a avec. Et cette volonté d'une unité entre la foi et le politique, que voulait Louis XIV, est l'expression même de ce qu'on appelle le gallicanisme aussi, c'est-à-dire le fait que l'État soit maître de la religion et de l'exercice de la religion dans ses propres frontières. Et ce culte de l'unité nationale autour de la religion, uniformiser la foi, uniformiser l'État, qui n'est pas propre à la France, c'est des vieux projets qu'on retrouve dans beaucoup d'espaces dans l'histoire, cette unification a laissé des traces. Et ce goût de l'unité en a laissé aussi. La Révolution n'y échappe pas, et notre époque, à plus d'un titre, n'y échappe pas non plus. Il y a un écrivain que j'aime bien, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais je l'aime bien. Quand il se levait le matin, il disait, très ironiquement, qui est aujourd'hui le nouveau-né de la réconciliation nationale, Sous-entendu, pendant les Jeux Olympiques, tout le monde est heureux, et puis après, bon.
il y a ce côté-là, le culte de l'unité, mais une unité passagère qui, en un sens, appelle à s'interroger sur elle aussi. Et dès cette époque, il y a vraiment une forme de sentiment, de volonté d'unification autour. Là, c'était la religion catholique, apostolique et romaine, bien entendu, du roi très chrétien. Et par après, il me semble qu'il va y avoir des substituts à cela. Et on peut estimer, c'est une thèse bien entendu, qu'aujourd'hui, une des formes de l'unité nationale en France, c'est la laïcité comme valeur républicaine. Bon. Certaines ou certains, et je me réfère à énormément de déclarations politiques, mais pas seulement, hein, le champ politique n'est pas le seul à défendre cela, que la laïcité devrait faire partie de la devise nationale. Hein. Liberté, égalité, laïcité. La question, c'est qu'on peut se dire aussi que ces trois mots, liberté, égalité, fraternité, ces trois valeurs qui peuvent permettre la laïcité comme principe. Mais la question, c'est pourquoi ajouter la laïcité à côté? Et quel sens ça a lorsqu'on la met? Il faut voir aussi qui le souhaite, quel genre de maire, quel genre de personnalité politique, parce que la laïcité a beaucoup d'acceptions. La laïcité, pour certains, c'est la liberté de croire et de ne pas croire, et c'est une liberté qui vit dans les limites de l'État, dans les limites de l'ordre public, mais pour d'autres, le principe de laïcité, c'est aussi un principe d'exclusion, et d'exclusion de ce qui n'est pas l'idée qu'on s'en fait, de l'exclusion d'une idée nationale, et qui, chez certains, est une exclusion contre le religieux en général, ce qui n'est pas propre à une identité nationale mythologique ou mythifiée, et pour d'autres, c'est une exclusion qui touche nos concitoyens musulmans également. Je pense qu'il faut dire clairement. Donc, je pense qu'il y a vraiment ici toute une réflexion à faire sur ce que l'on veut faire de ce mot quand on le fait valeur. J'en reviens, si vous le voulez bien, au XVIIIe siècle, et au fait que, durant cette période, la tolérance religieuse va évoluer vers la liberté religieuse peu à peu. Dans les années 1760, 1770, il va y avoir une forme de détente à l'égard des protestants, puisque c'est la minorité religieuse concernée. Il y en a qui sont restés sur le territoire national. C'est un secret de polichinelle. Légalement, ils n'existent pas. Ils ne peuvent pas exister, puisque la France est toute catholique. Mais on sait pertinemment que dans les Cévennes, dans le sud-ouest, bien entendu, et dans le sud-est aussi, dans certaines régions du Vivarais, etc., il y a bien entendu des populations protestantes qui vivent cachées, qui pratiquent leur culte dans le désert, comme on appelait ça, c'est-à-dire en plein air, sous la surveillance de vigies, qui étaient parmi eux, bien entendu, et qui faisaient attention que les soldats du roi ne débarquaient pas pour faire un carton. Donc ça, c'était cette époque du désert, des pasteurs qui se cachaient, et dans les années 1770, il va y avoir une détente de cette situation, d'une sortie d'une forme d'hypocrisie, de déni, et peu à peu, et notamment pour le coup, le règne de Louis XVI va représenter une détente à l'égard des protestants. Il était roi très chrétien, mais il n'a pas été... C'est une autre époque aussi. Il est passé de l'eau sous les ponts. Il n'a pas été obsédé par la persécution des protestants. Il va y avoir des moments bien connus, que je ne vous rappelle pas ici. L'affaire Calas, en 1762, grande affaire qui a été prise en charge par Voltaire et d'autres. Voltaire a pris la place, puisque cet homme était très talentueux, mais il avait le goût de prendre la place aussi dans la polémique. D'autres ont combattu aussi en ce sens-là. L'affaire Calas, au fond, c'est une affaire très simple. C'est un jeune homme, Jean Calas, à Toulouse, qu'on a retrouvé assassiné. Jeune homme d'environ 20 ans, qu'on a retrouvé pendu dans un métier, dans un commerce de tisserand, chez un tisserand, qui était son père, en l'occurrence. Et toute la question, c'était de savoir qui a tué ce jeune homme. Pourquoi il est mort, comment. Et très rapidement, Toulouse, qui est une ville très catholique, extrêmement dépendante du pouvoir religieux, et le pouvoir politique en était influencé, on a dit, Calas, c'était un jeune protestant, très bien, et c'est son père qui l'a pendu parce que ce jeune garçon voulait devenir catholique.
preuve que les protestants sont intolérants, etc., etc. Bon, il s'avère que c'était faux, qu'il y a toute une légende autour de l'affaire Calas, et que ce jeune garçon, malheureusement, s'est pendu pour une raison sans doute professionnelle, de travail, de passage de dépression, que sais-je, etc. Mais il n'a pas tué par son père. Sauf que son père a été tué, lui. Il a été massacré en place publique, ainsi que plusieurs personnes de sa famille. Bon. Là, on a un grand épisode d'intolérance religieuse qui revient. Voltaire s'en empare, il écrit sur l'affaire Calas. Peu de temps après, on a d'autres affaires, l'affaire du chevalier de la Barre, etc. Bon, je ne suis pas plus long là-dessus. Ça va être des caisses de résonance sociale, ces événements, qui ont fait comprendre à beaucoup de sujets français, à l'époque, qu'il y avait quand même la nécessité de passer à autre chose, et qu'on ne pouvait plus massacrer en place publique quelqu'un accusé de meurtre, sachant qu'en plus c'était un cas d'innocence, et sachant que ici le meurtre était puni d'une certaine manière parce qu'il était protestant. Donc il y avait une inégalité de traitement devant la loi. Bon. Il y a un moment très important, c'est 1787, hein, et j'avance dans le temps, c'est le fait que désormais les protestants ont le droit d'avoir un état civil. C'est un moment extrêmement important, 2 ans avant la Révolution. Il y a l'accès. Donc il faut rappeler tout de même qu'à la fin de l'Ancien Régime, il y a eu des moments d'ouverture. Et on peut se demander, c'est ce qu'on appelle l'histoire des possibles, de ce qui ne s'est pas passé. S'il n'y avait pas eu la Révolution française, comment est-ce que ça aurait évolué? En tout cas, à la veille de la Révolution française, la tendance était plutôt à l'ouverture vers les protestants, vers la minorité religieuse. Et ils ont accès, en 1787, à l'état civil. On rappelle que la France est toute catholique, certes, mais il y a cette affaire qui est tout de même remarquable, et des personnalités émergent. Et parmi celles-ci, donc il y a des personnes qui sortent de la clandestinité, un personnage qui s'appelle Rabaut, Paul Rabaut, R-A-B-A-U-T, qu'on appelait Rabaut de Saint-Étienne, qui était un pasteur protestant et qui, lui, durant la Révolution, sera élu à l'Assemblée constituante et qui prononcera de très beaux discours. Je vous en conseille la lecture si vous en avez l'occasion. En août 1789, pendant les grands débats de la Constituante, autour, bien entendu, de la liberté religieuse. Et il va être un des acteurs, un des auteurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Rabaut de Saint-Étienne. Il s'adresse aux catholiques et il leur dit, au fond, nous sommes chrétiens, nous aimons le même Dieu, mais d'une autre manière. Et puis après, nous aurons Clermont-Tonnerre, qui, lui, fera de même, mais pour les Juifs. Donc on a vraiment un moment un peu plus tard, Clermont-Tonnerre, avec d'autres considérations. Donc là, on a un moment de liberté, de libération, certes, mais il y a tout de même une volonté de transcendance. C'est difficile de passer de la monarchie de droit divin à rien, entre guillemets. La nature a peur du vide et a horreur de cela. Donc on va inventer l'être suprême pendant la Révolution française. C'est très amusant comme de s'intéresser à l'histoire de l'être suprême. L'être suprême, c'est quoi? En 1789-90, on crée cette espèce de supériorité transcendantale qui ressemble très fort à l'ordonnateur, au grand architecte, au grand horloger dont parlait Voltaire, qui permet aux choses du monde, supralunaires et sublunaires, d'être en ordre, le cosmos qui s'ordonne. Et l'être suprême est une raison donnée aux hommes. Bon. Mais quand vous parlez à des gens de la rue en 1790, et on a des témoignages très truculents à ce sujet-là, vous savez, l'artisan du faubourg Saint-Antoine, l'être suprême pour lui, ça ne lui parle pas beaucoup. Et je pense qu'il n'est pas le seul. Et si bien que personne ne croira vraiment à cet être suprême. C'est une espèce de chose qu'on a créée pour combler un vide. Et aujourd'hui encore, beaucoup d'historiens ne se battent pas, mais se demandent quand même ce qu'on a voulu dire par là. Mais ça en dit beaucoup sur cette volonté et cette espèce de nécessité de créer une transcendance qui fait unité et qui comble un possible vide. L'être suprême, après un an ou deux, on n'en parlera plus beaucoup. Bon, ça va passer. Une autre phase, et j'avance décidément dans le temps, c'est bien entendu au XIXe siècle et au début du XXe. Je passe, malheureusement, le temps nous oblige à cela,
passer sur le long épisode du Concordat, hein, qui est très important, mais j'en dis tout de même un mot, de 1801 à 1905. Hein, le Concordat conclu par Bonaparte et le pape, hein, Pie VII, qui est au fond un rétablissement des relations. C'est un texte diplomatique, hein, le Concordat. C'est un texte de relations internationales, un traité diplomatique international. On rétablit les relations après les problèmes révolutionnaires entre le pape et la France. Le pape a fait d'autres concordats avec d'autres pays. Hein. Et ici, 1801, concordat et articles organiques, ce sont une série de lois qui sont signées dans la foulée. Désormais, les cultes sont reconnus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cultes sont dominés par l'État, par la sphère temporelle. Ils sont payés par l'État, l'évêque, le pasteur, le rabbin, puisque ce sont les trois cultes reconnus entre 1801 et 1808, sont payés par l'État. Ce sont des fonctionnaires. Voilà. Évidemment, quand on paye, on s'octroie le droit de contrôle. Bonaparte se méfiait beaucoup. Il ne croyait pas en Dieu, hein, Napoléon. C'était un athée, mais c'était aussi un militaire, avant tout. Et le principe d'un militaire, a fortiori à cette époque, et ça le qualifiait bien, c'est de n'avoir aucun état d'âme. Et Bonaparte n'avait aucun état d'âme. Bon. Je ne dis pas que les militaires n'ont pas d'état d'âme, mais lui n'en avait aucun. D'ailleurs, il le disait lui-même. Or, Dieu n'existe pas pour lui, très bien. Mais il y a une utilité sociale de la religion. Il était pragmatique. Il était conscient que la plupart des Français, 98%, allaient à la messe le dimanche. Ce sont des gens qui votent. Ce sont des gens qui vont à la guerre. Par conséquent, on ne va pas les avoir sur le dos. Donc on va, bien entendu, octroyer une vie harmonieuse le plus possible au culte, mais surveillée par l'État. Et on peut dire que les cultes vont vivre cette période du consulat et de l'Empire en demi-teinte, puisqu'à la fois ils pourront exister financièrement, spirituellement de moins en moins, puisque au fur et à mesure que l'Empire devient une dictature, la liberté de ton en chair de vérité est beaucoup plus petite, hein, et de plus en plus Bonaparte va se méfier des évêques, des prêtres, etc., qui eux-mêmes vont être extrêmement réticents ou sceptiques face à des guerres de plus en plus coûteuses à tout point de vue. Ce concordat va cependant demeurer, pas seulement en France, la Belgique va vivre sous le régime concordataire, puisque la Belgique était annexée par la France entre 1795 et 1814. Pendant 20 ans, la Belgique actuelle, qui avant était espagnole, autrichienne, bourguignonne, etc., a été française. Donc le concordat était appliqué à Bruxelles, à Liège, à Gand, etc. Donc on a un régime qui est assez commun. L'espace allemand pratique en partie le concordat aussi, sous d'autres formes, toujours aujourd'hui. Bon. On pourrait prendre d'autres exemples. En France, il va durer jusqu'en 1905, avec cependant des moments d'interruption ou de discussion. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Dans les années 1830, on l'oublie parfois, c'est l'époque où se constitue l'école primaire tout de même. L'école publique primaire et l'école privée commencent à être aussi pensées avec la loi de François Guizot, 1833. Bon. Ça reste embryonnaire, ça reste une école où il faut un certain nombre d'habitants pour faire une école de garçons, pas de filles, etc., etc. Mais il ne faut pas oublier que François Guizot, qui était l'homme d'État central des années 1830, qui était un protestant d'ailleurs, ça a beaucoup compté dans sa manière de concevoir les programmes de cours, c'était un moment charnière. Une loi très dure à voter, la loi Guizot, parce qu'elle donnait des gages aux républicains, mais aussi aux anticléricaux. On était sous la monarchie de Juillet, mais il y avait des républicains opposants qui étaient là et qui espéraient une école publique déjà plus forte, etc. Guizot leur a donné des gages, mais il a donné la liberté de l'enseignement aux catholiques, qui étaient ultra majoritaires. 1850, la loi Fallou, qui est toujours là, on a voulu la supprimer à plusieurs reprises, c'est une loi qui organise plus précisément l'enseignement privé. Je ne serai pas plus long là-dessus. Et puis nous avons bien sûr
les lois Ferry des années 1880. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on parle beaucoup de l'école de Jules Ferry. Alors certes, il y a eu plusieurs lois de Jules Ferry, quand il était ministre de l'Instruction publique, 1879-1883, plusieurs lois, hein, ce n'est pas que la loi sur l'école publique et laïque. À ce titre, je me permets de faire un petit point très rapide. J'ai des étudiants chaque année qui sont 200 ou 300, ils ont 18 ou 19 ans, je leur donne un cours où je leur parle notamment de cette question-là, et je leur dis, très souvent dans la presse, ou parfois dans des chaînes ou des médias en continu, hein, j'ai entendu parler que ça existait, on vous parlera de l'école publique, gratuite, laïque et obligatoire. Publique, gratuite, laïque et obligatoire. Et ça, vous le lirez, mais très souvent. C'est faux. Ça n'existe pas, ça. L'instruction est obligatoire. Ça, c'est une chose. Et la loi Ferry du 28 mars 1882 le prévoit. L'instruction est obligatoire à l'époque de 6 à 13 ans. Hein. Après, ça va évoluer. Mais l'école publique est gratuite et laïque. C'est deux choses différentes. Parce qu'il y a l'école privée aussi. Et on semble l'oublier. Donc quand vous lisez l'école est publique, gratuite, laïque et obligatoire, ça veut dire qu'en gros, qu'il n'y a ce que tout le monde sait que c'est faux en fait, qu'il n'y a qu'une école et qu'elle est publique, gratuite et laïque. Et c'est très intéressant, on est là dans la mythologie ou dans la pensée aussi. Tout le monde sait qu'il existe une école publique et une école privée, que ces écoles même sont plurielles. Il y a des écoles publiques qui sont ouvertes à des classes sociales plus élevées, moins élevées. Et pour les écoles privées, c'est pareil, bon, etc., etc. Mais quand on lit cela, ça se laisse écrire, si vous voulez. Et quand on revient aux lois Ferry, on voit bien qu'il n'en est pas question du tout. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir qu'on parle souvent des lois Ferry. Il n'était pas le seul à faire ces lois, mais il a été le porteur. On a tendance à y voir non pas des lois de laïcisation, mais des lois anti-religieuses. Ce sont des grandes lois de laïcisation, en fait, certes. C'est-à-dire d'affranchissement de l'institution de l'école publique, qu'est l'école publique, à l'égard du dogme religieux. Ça, c'est vrai. Avec les lois Ferry, un prêtre ne peut plus donner cours dans l'école publique. Mais dans l'école privée, voilà, il peut y avoir des prêtres. Bon. Ça, c'est une chose. Mais Ferry n'avait rien contre les religions. Lui-même était ce qu'on appelait un spiritualiste. Donc il avait sa croyance en une transcendance. C'était une mouvance de la fin du XIXe siècle qui était proche d'une forme de culte domestique. C'est-à-dire qu'il y avait une croyance en Dieu très intime, très intérieure, très personnelle. Ferry n'allait pas à la messe, par exemple, mais il croyait profondément en son Dieu, si vous voulez. Mais il n'en faisait pas état dans la vie publique, ce qu'il aurait pu d'ailleurs, il en avait le droit, mais il ne le faisait pas. Ferry n'était pas un bouffeur de curés, si vous voulez, loin de là même. Il était entouré de personnes qui étaient juives, protestantes, il y a des athées aussi, hein, Paul Bert, il y a des rues Paul Bert un peu partout en France, il a sa statue à Auxerre, si ma mémoire est bonne, lui il était athée. Donc Ferry s'entourait de toutes sortes de personnes en fait. C'est un petit côté Benetton, hein, on retrouve ça en 1905 aussi, j'y reviendrai. Mais il n'y a pas, c'est anticlérical si vous voulez, mais ce n'est pas anti-religieux. C'est le pouvoir de l'Église qui est mis en question, mais non pas la liberté de croire et de ne pas croire. Alors ça a fait des problèmes, bien sûr, il y a eu des tensions, il y a eu des quiproquos, c'est évident. Mais je pense que revenir aussi à cette histoire et à ces lois est très important. Un exemple, parce qu'on en parle, vous savez, aujourd'hui en 2020, 21, 22, 23, et quand il y a eu l'assassinat de Samuel Paty, de Dominique Bernard, etc., on a ressorti la référence aux lois Ferry, pour moi d'une manière presque un petit peu anachronique ou maladroite. C'est ça la question. C'est-à-dire qu'il y a des meurtres atroces qu'il faut éradiquer, il faut régler ces histoires, il faut tâcher le plus possible de comprendre comment on en arrive là et de punir celles et ceux qui en sont coupables, c'est sûr, individuellement ou collectivement. Mais est-ce une question de laïcité ? La liberté d'expression, est-ce que ça touche à la laïcité ?
Ça peut se toucher, mais est-ce que c'est la même chose? Il y a eu un collègue qui a écrit là-dessus, hein, un grand spécialiste des migrations, de la démographie, qui s'appelle François Héran. Je vous conseille vraiment ce livre, hein, de François Héran, qui date de 2021, un livre assez courageux, parce que je peux vous dire que dans ces sujets-là, il est parfois difficile de pratiquer la critique et la nuance. C'est très difficile. Et il essaye de faire une analyse très intéressante sur le lien entre liberté d'expression et laïcité, sans en faire des synonymes. C'est ça la question. Au fond, Ferry, et on en reparle, on en a reparlé, hein, pendant ces affaires de meurtre, parce que ce sont des meurtres. C'est un mot que j'entends très peu, moi. Ce sont des assassinats aussi, ce qui est encore plus grave, j'ai presque envie de dire. Ferry est souvent convoqué à ces occasions-là. Et on dit qu'il avait en effet protégé l'école de toutes les influences extérieures, que c'est la pureté, etc. C'est un détournement quand même de la pensée de Ferry. Ferry, il a voulu faire de l'école publique un lieu de savoir, certes, un lieu de liberté et de limite. Exemple, en 1883, et ce texte, on en reparle, certains et certains d'entre vous l'ont peut-être déjà lu, hein, c'est un très beau texte de Jules Ferry. En novembre 83, il sentait bien que beaucoup d'instituteurs et institutrices, car on oublie souvent qu'il y avait déjà pas mal de femmes qui pouvaient être institutrices à l'époque, ce qu'on appelait des professeurs libres. On ne disait pas institutrices, on disait professeurs libres. On avait peur du mot, hein, c'était la vieille misogynie de l'époque, et après on a parlé d'institutrices, vraiment. Parce qu'il faut quand même rappeler la misogynie du début de la Troisième République. Hein. C'est quand même quelque chose de colossal. Parce que la raison, c'est une chose, mais beaucoup de premiers républicains estimaient que la raison, les femmes ne l'ont pas. Donc il y a toute une misogynie primo-républicaine, hein, qui est très intéressante aussi. Ça a été travaillé, ça. Ferry, en novembre 83, dit qu'il reçoit beaucoup de lettres d'instituteurs, d'institutrices, qui ne comprennent pas bien sa loi, qui ne savent pas quoi faire. Ça rappelle des actualités. Hein. Souvent, qu'il y a une loi, une circulaire, beaucoup de profs disent « mais comment je fais, moi ?» Bon. Et donc, ils lui écrivent. Et il leur écrit une lettre, et notamment sur les questions de liberté de conscience et de marge de manœuvre du professeur par rapport aux élèves. Et ce texte dit en substance, parce que là, il est question de religion, au fond. Il sent bien que parfois, il y a des professeurs qui sont très anticléricaux, francs-maçons, etc., qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent, et que parfois certains élèves sont un peu troublés, surtout de familles très catholiques, et inversement, il y a des professeurs très catholiques, très ultramontains, qui n'ont pas peur de dire à l'école publique qu'eux sont instituteurs du public, mais bon, qu'ils vont à la messe, qu'ils font leur vêpres, leur carême, et que les élèves feraient bien de faire pareil. Bon, c'était aussi le cas. Hein. Et Ferry leur dit, vous savez, il les appelle à la mesure, en fait. Et il leur dit, à partir de ce que vous leur dites, en partant de l'histoire, de la géographie, de la littérature, des mathématiques, puisqu'il y a une spiritualité derrière les mathématiques, dites-leur ce que vous avez à l'esprit et comment vous l'interprétez, selon votre sensibilité, et voyez les réactions. Et Ferry écrivait, on n'écrirait plus ça ainsi aujourd'hui, si en leur disant cela et en leur ouvrant votre cœur et votre cerveau, vous sentez que vous pouvez heurter un père de famille, rétractez-vous et reprenez le propos. Sinon, allez-y hardiment. Ça, c'était Ferry. Dire qu'il leur disait, vous n'êtes pas là pour provoquer les élèves, vous êtes aussi là pour faire ce qu'on appelait pas tout à fait encore de la pédagogie. Bon, c'est pas toujours facile, mais c'était son propos. À côté de ça, il y a d'autres interprétations. Hein. Quelqu'un comme Jean Jaurès, et je vais venir à 1905, qui était un des grands artisans hein, de la loi de 1905, Jaurès. On l'oublie parfois. Si la loi a pu être votée, c'est grâce à certains votes qu'il a pu ramener à la fin. Jaurès, bon, un des grands pères du socialisme, bien sûr, qui n'était pas croyant, mais qui avait une culture philosophique, notamment et théologique assez profonde. Il avait fait une thèse sur Kant et Luther, donc on avait là affaire à un socialiste
presque spiritualiste, Jaurès n'était pas un anticlérical. Enfin, c'était pas un anti-religieux, pardon. C'était un anticlérical. Et lui, il avait une conception de l'école publique un petit peu plus restrictive que Ferry. Dire que lui, il n'aurait pas dit « parlez librement aux élèves de ce que vous pensez et rétractez-vous si ça peut choquer quelqu'un ». Jaurès aurait été un petit peu plus raide, on va dire, un petit peu plus, entre guillemets, républicain au sens peut-être plus raide du terme. Mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. Ferry, au fond, a préparé, bien entendu, la laïcisation de l'école publique, mais il restait encore la laïcisation de l'État. Et ça, c'est la loi de 1905, du 9 décembre 1905, parue au journal officiel le 11 décembre. Loi qui est toujours aujourd'hui appliquée. Ce qui est très intéressant de voir, c'est que cette loi, on en parle énormément, on va en fêter les 120 ans, et plus j'entends parler de cette loi dans le débat public, dans la presse, parfois il m'est arrivé de dire non à des journalistes parce que je savais qu'ils voulaient que je leur dise quelque chose que je ne leur dirais pas. C'est vous dire où nous en sommes. Bon. Certains journalistes, heureusement, font un travail formidable, et je ne suis pas là pour les saluer mensuellement, nominalement, mais il y en a qui font un travail formidable, bien sûr. Mais j'ai déjà été confronté à des cas un peu délicats, où la liberté de ma parole n'était pas tout à fait audible. Mais ce que je vois beaucoup, c'est que cette loi de 1905 sur la séparation des églises, et pas de l'Église, des églises, catholiques, protestantes, juives notamment, les églises au sens sociologique du terme, le culte, et de l'État. Cette loi est aussi, je trouve, beaucoup lue, beaucoup interprétée aujourd'hui comme une loi d'interdit. Aujourd'hui, quand on parle de laïcité, on parle d'interdit. Il y a des limites, certes, qui sont celles de l'ordre public. 1789 en parle et 1905 aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a même une police des cultes prévue en 1905, elle est là. Et on en a reparlé en 2021, comme de juste. Mais lorsqu'elle a été votée en 1905, c'était une loi de liberté. C'est un mot qui est là partout. Liberté pour l'État et liberté pour les cultes, avec une limite mutuelle, un respect mutuel. Celui qui va vraiment porter cette loi, c'est Aristide Briand, pour lequel j'ai une grande sympathie, je dois bien l'avouer. Il n'y a pas beaucoup de boulevards Aristide Briand en France. Hein. Bon, il y en a peut-être un peu, mais bon. Il y en a quand même. Hein. Ouais, quand même, bon. Mais ça, c'est le cœur qui parle. Aristide Briand, c'était qui? C'était un socialiste, très à gauche, à Briand. Athée total, avocat de syndicaliste extrêmement poursuivi, hein, au début du XXe siècle, à la fin du XIXe. Je pense que c'était aussi un libertaire, et dans sa vie intime, on le sait aujourd'hui, un libertin. La vie de Briand était plurielle, hein, sur le plan intime, et il en rigolait beaucoup lui-même, d'ailleurs. Il aimait choquer le bourgeois. C'était un homme assez solitaire, au fond, et un négociateur redoutable. On retient souvent Briand comme l'homme de la Société des Nations. Dans les années 1920, l'homme qui a été le ministre des Affaires étrangères de la Troisième République d'après la Première Guerre, les accords de Locarno, la reconstitution de la diplomatie européenne. Briand, c'est certain, était un acteur central de cela. C'était un pacifiste absolu, et en cela, c'était un grand socialiste, parce que le pacifisme et le socialisme faisaient cause commune. Et Briand, en 1905, personne ne le connaît. On ne sait pas qui est ce type. Il a 40 ans, 42 ans, ce qui à l'époque était pour un député un gamin, on ne sait pas. Et puis il va être rapporteur du projet de loi de séparation, parce qu'on estime qu'il a une capacité à, si j'ose dire, allier Pierre et Paul d'une manière extrêmement judicieuse et à faire des alliances. C'est un libéral, pas au sens politique, mais au sens philosophique du terme. Pour lui, la France doit sortir d'un climat de tension, d'exclusion, d'anticatholicisme primaire, qui ne mène à rien. Lui qui ne croit pas du tout en Dieu. Donc il est capable de penser ce qui n'est pas lui-même, quand même. Normalement, c'est la base d'une réflexion critique. Et Briand
a dit, au fond, la France a ses cultes, ils sont les bienvenus, mais ils ne pourront plus être subventionnés par l'État. Du moins de manière massive et directe. Article 1 et article 2 de la loi de 1905, on assure la liberté de conscience, garantit la liberté de conscience, et l'État ne salarie, ne subventionne, etc., aucun culte. Bon. On rompt avec le concordat, mais il y aura, et c'est une des victoires de Briand et d'un autre personnage qui s'appelait Francis de Pressensé, protestant d'ailleurs, une des victoires de ce duo, et Jaurès a été aussi un acteur de cette affaire, c'est l'article 4 de la loi de 1905 qui prévoit la création d'associations cultuelles. C'est un peu le verrou de la loi. C'était l'objet de beaucoup de débats, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que désormais, les paroisses, les diocèses pourront se constituer en associations cultuelles et par là même bénéficier de quelques subventions. Donc la séparation n'est pas absolue entre les églises et l'État. Elle est structurellement séparée, certes, mais il y a des liens, bien entendu. Il y a des liens. Il y a des petits filons comme ça de financement qui existent. Bon, ça c'est une chose qui je crois est très importante. Et quand on me dit vous êtes né dans un pays, à savoir la Belgique, où il n'y a pas de laïcité, puisque les cultes sont payés par l'État, ça veut dire que tout est mélangé, que c'est pourri, etc. Mais non, mais pas du tout. C'est-à-dire que la liberté de conscience, de religion, la neutralité de l'État est garantie. Le financement n'est pas forcément un gage d'absence de liberté. Bon, ça c'est quelque chose sur lequel on pourra revenir si vous voulez. Je vais venir à la dernière partie de l'intervention parce que le temps passe, mais vous voyez, je fais des allers-retours entre l'histoire et aujourd'hui. L'histoire, ce n'est pas l'analyse du passé, c'est l'analyse du temps. Et j'essaye modestement de vous en faire part un petit peu aujourd'hui. Cette loi de 1905, elle a été revue à beaucoup de reprises, vous savez, depuis 120 ans. On en parle comme d'un totem parfois, comme de quelque chose qui n'a jamais bougé. Mais quand vous regardez les résolutions et les avis du Conseil d'État depuis 120 ans, mais le nombre d'adaptations, le nombre de cas de jurisprudence qui concernent 1905 sont très nombreux. Alors bien entendu, il y a de grands principes qui restent, mais il y a eu des adaptations extrêmement locales, extrêmement nombreuses, notamment dans les premières années d'application de la loi, jusqu'en 1911-1912, où il y avait quelques tensions quand même. Cette loi, beaucoup de personnes étaient d'accord avec elle, mais il y a eu des oppositions, notamment ce qu'on appelait la crise des inventaires. En 1906, la loi prévoyait que les inventaires des biens d'église seraient effectués. Donc on va aller dans les églises et voir le ciboire, les cierges, les prie-dieux, etc., les œuvres d'art. On va compter tout ça, on va inventorier tout ça afin de savoir quels sont, bien entendu, ces biens détenus et leurs valeurs. L'Église catholique va très mal vivre localement, pas structurellement, cet inventaire. On parlera de violation de biens sacrés. Et Clémenceau, Georges Clémenceau, qui était ministre de l'Intérieur à cette époque-là, qui lui aussi ne croyait pas du tout en Dieu, disait, face aux inventaires, procédez aux inventaires, mais si jamais une goutte de sang coule, on arrête tout. Donc le Clémenceau va-t-en-guerre des brigades du Tigre, oui, c'est sympathique. Mais quand il s'agit de ces affaires-là, il était extrêmement modéré. Et il disait, s'il y a une goutte de sang qui coule, on arrête les inventaires. Ça ne vaut pas une guerre civile. Je crois qu'on ferait bien de se rappeler parfois de ce genre de choses. C'est-à-dire qu'à la fois, il y avait la séparation, mais il y avait aussi la compréhension. C'est quelqu'un qui n'est pas baptisé qui vous parle. Donc je n'ai pas de part à toucher là-dedans. Bon. Et ce qui est très intéressant de voir aussi, c'est que dans les années qui vont suivre la loi de 1905, il va y avoir une grande adaptation aussi de l'Église catholique. Et elle va obtenir un privilège, il faut le dire. Et c'est un des points de discussion très importants du régime de laïcité à la française. Et après, je dirai un dernier mot sur les laïcités.
je vous ai dit au début qu'on en parle au singulier, mais moi je vous en parlerai à la fin au pluriel, c'est que l'Église catholique estimait que les associations cultuelles, telles que l'article 4 les prévoit, c'est pas leur truc, c'est pas leur constitution, eux c'est des diocèses, etc. Rome ne voulait pas de cette loi. On oublie parfois que le pape a son mot à dire dans l'affaire. Et le pape a refusé 3 fois la loi de 1905, par 3 encycliques. Bon, on ne peut pas ne pas en tenir compte. Et Clémenceau dira, il est arrivé quelque chose que nous n'avions pas prévu alors qu'on avait tout prévu. On n'avait pas pensé au pape. Bah oui, bon. Mais le pape a son mot à dire, et les catholiques écoutaient le pape de manière très attentive. Et donc il faudra attendre 1924 et le rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège, parce qu'elles avaient été rompues 20 ans auparavant, pour qu'il y ait un rétablissement aussi des relations d'ordre cultuel. C'est-à-dire que l'Église catholique ne constituera pas des associations cultuelles, mais bien ce qu'on appellera les associations diocésaines, qui ne se fixeront pas sur la paroisse, qui est plutôt la structure protestante de l'Église, de manière plus horizontale, alors que l'Église catholique se constitue Église et surtout diocèse de manière plus verticale. Donc là, l'Église catholique a obtenu un vrai avantage en obtenant une organisation à sa sauce. Là, il y a eu un gain de l'Église catholique qui est tout de même très clair, si bien que certains parleront, pour cela comme pour autre chose, d'une catholaïcité en France, mot que je n'aime pas beaucoup. Je trouve que c'est un mot qui dit trop de choses et pas assez, ça ne me convient pas bien, mais c'est notamment né de ce principe. Un dernier mot, parce qu'on ne peut pas dire tout, et puis le temps passe et c'est le soir, chacun a droit à sa soirée, c'est la question de la pluralisation de la notion. Quand on parle de la laïcité, j'ai un doute. Il y avait une vieille chanson, enfin c'est pas une vieille chanson de Gainsbourg, dans les années 80, c'était « J'ai un doute, j'ai des affreux doutes ». C'était sur Love on the Beat, excellent album. Cette chanson parle très bien de ce sentiment-là. La laïcité. Bon. Il se trouve, mais comme vous le savez aussi, qu'en France métropolitaine, il y a déjà 2 régimes de laïcité. Il y a l'Alsace-Moselle, et puis il y a la métropole dans son autre partie. Qu'est-ce qu'on fait du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle? Donc ils ne sont pas républicains, si j'ai bien compris, puisque la laïcité, c'est la République, il paraît. Bon, il y a des monarchies constitutionnelles qui vivent en régime de laïcité aussi, quand même. Donc, le lien entre laïcité et République pose problème pour moi. Pour moi, c'est une fausse liaison, c'est une forme d'idéologie. Et le fait de dire qu'il y a une laïcité, c'est même juridiquement faux, puisqu'il y a déjà l'Alsace-Moselle. Le Conseil constitutionnel, en 2013, a publié un avis disant très clairement que pour lui, l'Alsace-Moselle ne déroge en rien aux principes de 1905 et aux principes fondamentaux de la République. Bon. Et on oublie aussi parfois qu'il y a des territoires outre-mer dont on ne parle jamais, ce qui pour moi est aberrant. C'est-à-dire qu'il y a 5 autres régimes de laïcité outre-mer. Ça fait qu'en France, métropole plus outre-mer, il y a 7 genres de rapports entre les églises et l'État. Qu'est-ce qu'on fait de la Réunion? Alors la Réunion, c'est la loi de 1905 à la Réunion, qui est appliquée en 1911. Mais il y a un régime d'application un peu particulier, un peu spécial, qui pose des problèmes, on peut en parler d'ailleurs. Il y a, par exemple, des territoires comme Mayotte, qui vivent sous un autre régime, bien sûr, etc. Certaines ou certains d'entre vous connaissent peut-être ces territoires. Donc le fait de parler de la laïcité, pour moi, est intellectuellement problématique, au sens français du terme, et même au sens international, et je terminerai par là. Il y a un régime de laïcité en Belgique, il y en a en Allemagne, les pays scandinaves, les États-Unis ont leur religion civile, on le sait bien, le fait de mêler un sacré à la République, mais il y a une séparation extrêmement nette entre l'État et les cultes sur le plan financier. Pour eux, l'article 4 de 1905, pour un Américain, c'est bizarre, ce lien financier-là. Mais à côté de ça,
Il y a In God We Trust sur les billets, il y a la civil religion, comme on l'appelle. Peut-être qu'en France, la religion civile, c'est la laïcité aujourd'hui. Je pose la question. J'ai, à mes yeux, mon opinion et ma religion sur l'affaire, si j'ose dire. Mais pour un Américain, c'est autre chose, tout simplement. Ce sont tout un tas de devises, de mots, de pratiques. On dit souvent que le ou la présidente des États-Unis doit prêter serment sur la Bible. Mais non, il doit prêter serment sur un livre, qui, en l'occurrence, est à chaque fois la Bible. Mais peut-être qu'après, si Trump est à nouveau président, peut-être qu'on aura un livre de coloriage. Voilà. Qui sait? Mais il n'est mis nulle part que ça doit être la Bible. Mais ça l'a toujours été. Parce qu'il est pour l'instant inconcevable qu'un chef d'État des États-Unis ne soit pas croyant. Si demain Kamala Harris dit qu'elle est athée, elle perd l'affaire. Hein. C'est foutu. Il y a d'autres cas, et je terminerai par là, mais j'y tiens quand même. Vous allez en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, pardon. Le roi Charles III, puis la reine Élisabeth avant lui, bien sûr, sont dans un pays qui a été extrêmement avant-gardiste en termes de liberté personnelle de l'individu, des droits et de tolérance religieuse. Ils ont été servis en guerre de religion, les Britanniques, hein, le XVIe siècle, le XVIIe siècle. Je ne vous passe pas les détails, vous les connaissez. 1649, Charles Ier, bon. Guerre civile pendant 30 ans. Un philosophe qui s'appelle John Locke écrit sur la tolérance religieuse en 1689, un magnifique livre. Lui qui a été persécuté, qui a dû fuir. Et on commence à réfléchir à cela dans ce pays. Bon. Dans ce pays où il y a toujours une tradition qui est que le chef de l'État est le chef de l'Église anglicane. Hein? Le roi d'Angleterre est chef de l'Église anglicane, il est Pontifex Maximus de l'Église anglicane. Très bien. C'est très paradoxal. Pourquoi? Et c'est les grands paradoxes des pays aussi où il y a ces libertés. Il est chef d'un pays, enfin, il est chef d'État d'un pays où la liberté religieuse, je crois, est assez étendue, loin du cliché anglo-saxon. Alors, par pitié, moi, je n'en peux plus. Le modèle français, le modèle anglo-saxon, ça ne veut rien dire. Bon, rien. Anglo-saxon, déjà, ça ne veut rien dire. Pays de Galles, Angleterre et Écosse, les régimes sont différents et on intègre les États-Unis qui vivent eux-mêmes sur un autre régime. Donc, quand on me parle du modèle anglo-saxon, pour moi, c'est une autre mythologie, si j'ose dire, ou un autre repoussoir, qui fait vendre aussi, bien sûr. C'est assez déplaisant pour nos amis ou nos connaissances qui habitent dans ces pays-là. Quand on leur parle des anglo-saxons, ils ne savent pas de quoi on parle. C'est comme si je vous disais qu'un Suisse, un Belge et un Béarnais, c'est kiff-kiff, et puis on est tous pareils, quoi. Voilà. C'est une forme de racisme à mes yeux. Bon. Dans ce pays-là, le chef de l'État est dans un pays où il y a la liberté religieuse, très bien, avec des conditions, elle n'est pas absolue, hein. Bon. Mais il est le seul homme, le seul individu de son royaume à ne pas pouvoir changer de religion. C'est qui est un paradoxe. Alors, ce n'est pas écrit dans le droit, ça. Il n'y a pas de constitution en Angleterre. Mais si jamais Charles III dit demain « je change de religion », il perd son pouvoir. C'est inconcevable, en fait. Il ne le fera pas. Donc, paradoxalement, il garantit la liberté religieuse de son pays avec les chambres, bien sûr, mais il est le seul à ne pas pouvoir bénéficier de ce droit de changer de religion. Donc, vous voyez, tous ces pays ont le régime de liberté religieuse, tous non. Il y a des pays où la liberté religieuse n'existe pas, bien sûr. Il y a des dictatures, il y a des théocraties, nous le savons, bien entendu. Mais dans les pays où ça existe, il y a des régimes de laïcité, bien entendu. Dans la mesure où la laïcité, on peut l'entendre comme neutralité devant l'État, égalité devant le droit et liberté de conscience, de croire et de ne pas croire. Voilà. J'ai déjà été très long, vous avez été très patient, et je vous remercie pour votre attention.